s'aimer. Vous êtes à l'écoute de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une chanson, Maintenant ou jamais, de Louis Capard, originaire de l'île de Sein. Et c'est pour ça que nous le rendons hommage aujourd'hui, parce que vraiment l'île de Sein, ça nous tient à cœur, comme ça tient à cœur justement à Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France, qui dans son livre justement Les Veilleurs du ciel examine bien la situation actuelle de l'île de Sein, mais il parle aussi des expériences, enfin pas seulement des expériences, d'ailleurs des prises de position qui ont été faites à San Francisco, à El Hierro en Espagne, à Darnai en Inde, tout ça pour trouver des solutions justement au réchauffement climatique. Alors je vous conseille donc ce livre qui s'appelle Les Veilleurs du ciel, face aux grands pollueurs, des communautés de femmes et d'hommes inventent un monde sans carbone. C'est un livre qui est toujours d'actualité parce qu'il y a là-dedans des exemples très intéressants à connaître. Alors on va écouter la suite de l'entretien avec Jean-François Julliard et là on va parler de paix et de désarmement. Maintenant, ce que j'ai trouvé sur le site, j'ai trouvé un slogan qui nous convient parfaitement, nous, à Civis Pacem et nous, les pacifistes. La paix est notre meilleure défense. On sait que Greenpeace a toujours défendu la paix. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place? Est-ce que, justement, on reprend conscience aujourd'hui des dangers, des conflits partout dans le monde qui entraînent des déplacements de population, etc. Oui, il y a cette volonté chez Greenpeace de travailler sur la préservation de la paix. Ça a toujours été le cas, mais il a la volonté aujourd'hui de le faire de manière plus ambitieuse, plus visible, plus publique aussi. On a adopté chez Greenpeace un cadre global d'engagement stratégique à 10 ans, dans lequel on a rappelé que nos deux grandes priorités étaient la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte contre la perte de biodiversité, mais que on devait aussi travailler sur les questions de paix et de sécurité, de paix et de désarmement, d'une manière nouvelle peut-être par rapport à ce qu'on a pu faire dans le passé, mais d'essayer de faire le lien entre ces questions de paix et les questions d'environnement, parce que c'est dans le nom de Greenpeace, Green et Peace, que c'est dans notre ADN, j'ai envie de dire aussi, de travailler sur ces deux sujets et surtout sur les interactions entre les deux. Voilà, on sait bien qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de conflits qui naissent aussi en partie liés à des questions environnementales, que la question du dérèglement climatique a un impact sur les déplacements de population et aura de plus en plus un impact sur les déplacements de population, que ces déplacements de population, quand ils sont massifs, quand ils sont soudains, génèrent des instabilités, des difficultés, des conflits parfois, que parmi les raisons du conflit qui dure depuis plus de 6 ans maintenant en Syrie, que parmi les raisons de ce conflit, il y a aussi des immenses sécheresses qui ont fait en sorte que tout un tas de paysans syriens ont dû fuir leur région pour se retrouver en ville, avec toute l'instabilité que ça peut provoquer d'avoir à un moment donné un exode massif comme ça de gens qui arrivent dans les villes. Donc voilà, donc on doit travailler sur ces questions-là parce que de plus en plus à l'avenir, effectivement, les questions de paix et les questions d'environnement seront liées. D'ailleurs, on voit dans le conflit en Syrie, notamment, l'eau qui joue un rôle encore aujourd'hui, là, puisqu'on apprend qu'il y a des bombardements sur des endroits où, justement, on se bat pour l'approvisionnement en eau. Greenpeace s'est quand même manifesté pour sauver un peu les réfugiés, justement, qui fuyaient la guerre à Lesbos, en aidant Médecins sans frontières. Est-ce que c'est une type d'action typique de Greenpeace ? Non, c'est pas une action typique de Greenpeace, mais c'est vrai qu'on a senti à un moment donné, quand il y a eu le démarrage, la montée de cette crise des réfugiés, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire, et on travaille souvent avec les organisations humanitaires dans différents cas de figure. Chaque fois qu'il y a une crise humanitaire quelque part, on se pose la question de savoir ce que nous, Greenpeace, on peut faire en soutien. On n'est pas une organisation humanitaire chez Greenpeace, mais en revanche, on peut aider à un moment donné d'autres organisations. Et là, assez rapidement, Médecins sans frontières nous a demandé si on pouvait les aider en Méditerranée, parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour aller sauver des gens
en mer. Et or, dans les compétences de Greenpeace, il y a effectivement la navigation sur l'eau. Donc on a envoyé des bateaux, on a envoyé des équipages, on a envoyé des militants qui ont travaillé main dans la main avec Médecins sans frontières pendant plusieurs mois pour essayer tout simplement de sauver des vies, de sauver des vies de personnes qui montaient sur ces bateaux, ces canaux de sauvetage et qui essayaient de traverser la Méditerranée, notamment là depuis la Turquie pour rejoindre cette île grecque de Lesbos et ensuite tenter de rejoindre d'autres pays en Europe. Donc on a fait ça pendant plusieurs mois pour essayer de faire ce qu'on pouvait. Voilà, donc c'est pas une action typique de Greenpeace, c'est quelque chose qui sort un peu de nos champs d'activité, mais en même temps c'est notre responsabilité aussi en tant qu'organisation, je dirais, humaine et qui prône le soutien, la solidarité, le respect des autres, la tolérance et l'ouverture, d'aller aider une organisation telle que Médecins sans frontières quand elle a besoin de nous et quand on a quelque chose qu'on peut faire. J'ai caché ma colère au fond de votre oubli. Votre peur de l'hiver dans l'espoir des printemps. Mais quand l'un meurt de faim et l'autre de l'ennui, j'ai grand-peine à trouver un futur aux enfants. Je vais toucher bientôt la fin de mon été. Et les premières pluies chasseront ma mémoire. Je n'ai rien fait pour ceux, au regard effrayé, qui frappaient au carreau, pieds nus, seuls dans le noir. Dans le noir de la nuit, la solitude nue a le goût de la mort au détour d'un chagrin. Ne laissons pas pleurer les enfants dans la rue, ne laissons pas l'amour se plaindre de la faim. Pour ceux qu'on assassine au fond de leur cachot, qu'on découvre un matin suicidé dans le dos, je n'ai rien engagé, ni vous, ni vos amis, et j'ai froid maintenant d'être mal dans ma vie. On fête l'amitié au café du commerce, le cœur entre deux vins bien calés dans l'oubli. Et l'on parle d'amour et la fumée nous berce, mais demain, comme hier, sera tout aussi gris. Et moi, pauvre chanteur qui ne tend plus les mains, qui se donnait l'espoir d'un meilleur lendemain, je vais laisser ce soir ma parole au silence pour supporter de front la mauvaise conscience. Alors, quels sont les projets pour justement reparler et se réactiver pour la paix pour Greenpeace France? Est-ce qu'il y a des projets? Alors il y a des envies aujourd'hui plus que des projets. Il y a ce souhait de effectivement reprendre la parole, recommencer à travailler sur les questions de paix et de désarmement. On recommence à travailler avec d'autres acteurs déjà, donc aller voir les autres organisations, les autres mouvements qui travaillent sur ces questions-là. Donc on a recommencé à prendre des contacts avec Amnesty International qui a une campagne sur le désarmement, avec la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Donc on essaie de commencer à aller voir les uns les autres pour voir où on en est, parce que ça fait quelques années qu'on n'a plus travaillé de manière active sur ces sujets-là. Donc on recommence à faire partie de coalitions, d'acteurs, de mouvements interassociatifs sur ces questions de paix et de désarmement. Je ne sais pas encore, c'est encore un peu tôt pour savoir ce que ça va donner en termes de projets, de campagnes pour Greenpeace en France, mais l'idée c'est de voir là aussi où en sont les choses
et ce qu'une organisation comme Greenpeace peut apporter. L'idée, c'est pas d'aller faire ce que font déjà les autres, c'est d'avoir une valeur ajoutée, donc déjà d'écouter ceux qui travaillent sur ces questions-là, d'écouter quels sont leurs besoins, quelle est la problématique aujourd'hui, et de voir ce qu'ils pensent qu'une organisation comme Greenpeace pourrait apporter. Donc on en est là aujourd'hui dans ces discussions avec d'autres partenaires pour voir ce qu'une campagne paix et désarmement menée par Greenpeace France pourrait faire dans les années à venir. Et puis il y a aussi une question de ressources humaines. Aujourd'hui chez Greenpeace France, on n'a plus personne qui travaille sur ces questions-là, donc on va là aussi essayer de trouver les ressources financières, parce que ça passe par là, à un moment donné, essayer de trouver les ressources financières pour recruter quelqu'un, pour avoir des équipes qui vont commencer à retravailler sur ces sujets. Bon, alors on vous souhaite bien du courage à Greenpeace, nous, les gens de l'Union pacifiste, parce qu'on sait la difficulté aujourd'hui pour mobiliser dans ce domaine. Les jeunes ne sont pas très très sensibilisés encore, alors on compte sur vous pour essayer de faire mieux que nous, parce que l'armée c'est un adversaire quand même redoutable. Quand Jean Chénaud m'a proposé de venir à Greenpeace un petit peu plus actif, il me disait, il faut absolument qu'on ait des gens parce qu'on a des adversaires redoutables. Alors on les a vus, des adversaires aussi bien des politiques, des industries, mais l'armée, alors là, c'est un sacré adversaire. Oui, mais déjà Greenpeace n'a jamais eu peur d'un adversaire quel qu'il soit. On a toujours eu pour tradition, entre guillemets, de s'attaquer à des adversaires importants et puissants, que ce soit l'armée, que ce soit des multinationales, que ce soit des gouvernements. Voilà, c'est dans la tradition de Greenpeace d'aller pointer du doigt là où sont les problèmes environnementaux ou liés à la préservation de la paix. C'est certain que quand on voit aujourd'hui la puissance au-delà des armées, la puissance du lobbying, je dirais industrialo-militaire et de la production des armes, de l'exportation des armes, à quel point ces lobbies sont puissants, solides, bien organisés, c'est certain que ce n'est pas... Ils tiennent un peu les médias aussi. Et tiennent un peu les médias, je ne sais pas. Oui, certains sont propriétaires de médias. Oui, tous les médias ne sont pas tenus par les fabricants d'armes, heureusement. Mais c'est vrai que certains fabricants d'armes sont propriétaires de médias, c'est clair, et pas qu'en France. Mais malgré tout, on est optimiste là-dessus, parce que malgré tout, il y a des choses à dire. Il y a des scandales qui sont révélés, parfois grâce aux médias aussi, chaque semaine ou presque, sur le fait qu'on continue de vendre des armes, la France notamment à l'Arabie Saoudite, qui va les utiliser pour aller massacrer des populations civiles au Yémen. Voilà, c'est des choses qui ne devraient plus arriver. Donc on va essayer de travailler sur ces sujets-là. Alors on compte sur Greenpeace et aussi sur Greenpeace International, parce qu'il y a d'autres bureaux qui travaillent dans ce domaine, et notamment des gouvernements étrangers qui prennent des positions beaucoup plus claires sur cette question. Que ce soit la Suède qui avait interdit, je crois, de vendre des armes à certains pays, que ce soit... donc il peut y avoir des relais éventuellement dans d'autres bureaux internationaux de Greenpeace sur cette question-là. Oui, parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus à l'aise avec ces questions-là que les pays producteurs d'armes dont la France fait partie, c'est sûr. On l'a vu récemment aux Nations Unies, il y a eu l'adoption d'une résolution pour ouvrir des négociations sur l'abolition des armes nucléaires. On a vu qu'un pays comme la France ne s'est pas prononcé pour, à la différence d'autres pays, notamment effectivement d'Europe du Nord, qui sont beaucoup plus à l'aise avec ces questions-là. Donc on va compter aussi sur ces gouvernements qui ont une tradition pacifiste très établie et qui clairement disent aujourd'hui qu'effectivement on devrait désarmer la planète. C'est pas le discours porté par la France aujourd'hui, c'est pas le discours porté, si j'en juge par ce que j'ai pu écouter des candidats à la prochaine présidentielle. Beaucoup de ces candidats portent au contraire une remilitarisation de la France, une augmentation du budget des dépenses militaires, ce qui nous paraît nous sidérant aujourd'hui en 2017 qu'on en soit encore là, qu'on pense encore que plus on aura d'armes, plus il y aura de paix sur cette planète. On a le sentiment que l'histoire a montré que c'était plutôt l'inverse, mais bon, voilà, le résultat, le fait est qu'aujourd'hui beaucoup de candidats prônent une augmentation des dépenses militaires, donc ça veut dire qu'en France, raison de plus pour travailler sur ces questions-là. Parmi les petits pantins qui se croient importants, rêvant un jour d'être tout-puissants,
On prend naturellement les moins intelligents et on en fait des petits sergents. Ils seront vêtus d'un bel uniforme élégant, couleur cacadois le plus souvent, et porteront les galons comme des ornements. C'est ainsi qu'on devient séduisant. Tous ces militaires aigris complotent des folies, en général sous un grand képi. Que ces gens naissent ici ou dans d'autres pays, il est d'une évidence établie qu'ils aiment la guerre et pas beaucoup la poésie, préférant la bière aux fantaisies, aux rêveries des enfants qu'ils invitent pourtant à imiter les petits sergents. Ne nous moquons pas bêtement de ces pauvres gens, ils n'ont déjà pas beaucoup d'amis. Ménageons tantôt les sots et tantôt les méchants pour éviter les emmerderies. Comme le chien dansant viennent les petits sergents, poussés dans tous les gouvernements. Même à l'école on attend de nouveaux enseignants, spécialisés dans les armements. Les petits sergents et les maréchaux des logis ne connaîtront jamais le paradis, où l'on fait pousser des fleurs pour mettre à leur fusil, et des mots d'amour aussi. Ils vivent entre eux, cirant les bottes des messieurs, qui sont bien au chaud, ça c'est pas beau. Quand ils nous imposeront un silence pesant, certains vont mourir d'étouffement. Les petits sergents depuis des centaines d'années ont choisi le plus dur des métiers. Il n'est pas toujours évident d'aller commander aux braves gens de s'entretuer. Mais sans ces messieurs, que serait l'ordre du pays? Certains parlent déjà d'anarchie. Laissant les petits sergents bercer tranquillement au doux son du canon les enfants. Laissant les petits sergents bercer tranquillement au doux son du canon les enfants. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste. Vous venez d'entendre Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France, et également la chanson de Louis Capard, Les Petits Sergents, et la chanson auparavant aussi J'ai caché ma colère. Je vous rappelle que le livre de Jean-François Julliard, Les Veilleurs du ciel, peut se retrouver encore dans toutes les bonnes librairies. Et puis, vous pouvez aussi, éventuellement, si vous le souhaitez, consulter le site de Greenpeace France pour vous tenir au courant à peu près tous les 3 jours, tous les 2 jours de tout ce qui se passe avec cette association. Voilà, maintenant nous allons consacrer un peu de temps à Pierre Martial et à son livre « Les Don Quichotte du livre ». Alors Pierre Martial, bien sûr, vous le connaissez, c'est un journaliste, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui tient aussi un blog, même plusieurs blogs, un blog sur l'association France Yasamsuki, un blog sur justement les livres. Dans ce livre, « Les Don Quichotte du livre », qui est plein d'histoires tout à fait intéressantes, qui se passe notamment pour défendre le livre dans plusieurs villes du monde. Alors si je prends ne serait-ce que la table des matières, Bogota, Bagdad, Toronto, Harlem, Indonésie, Bangkok, en Syrie, à São Paulo, au Mali, à Rangoon, au Bangladesh, etc., etc. Bon, alors je vais essayer de vous lire une histoire. Ce sont des histoires courtes. Alors, d'ailleurs, Pierre Martial, allez les lire. Il vous le racontera sur son blog aussi, comment il allait lire ces histoires auprès des gens, directement lui-même. Bon, alors je ne sais pas si je vais lire aussi bien que lui, mais enfin, je vais faire une tentative. Alors voilà, par exemple, une histoire qui s'appelle « Désert de Gobi, Jamba le nomade et Kamel son chameau bibliothèque ». C'est pour l'amour donc des livres. Bonjour, je m'appelle Kamel, avec un C comme chameau. Je suis un chameau de Bactriane, fort comme un mongol et doux comme un ange. Je vais sur mes 25 ans et cela fait plus de 2 décennies que je fais équipe avec mon maître et ami, Darson Dog Jamba. Notre job, bibliothécaire nomade pour les gamins des yourtes qui vivent en plein désert de Gobi. Comme dit toujours mon maître Jamba, un amoureux fou des livres, si tu ne peux pas aller vers les livres, alors les livres viendront vers toi. Mais que je vous raconte comment tout a commencé.
Né d'une chamelle à demi sauvage et d'un chameau domestiqué, j'ai été très vite adopté par Jamba, ami des livres, mais aussi des animaux. C'était au début des années 90, une période difficile pour la Mongolie qui était en train de se reconstruire après plusieurs décennies de régime communiste. Il n'y avait quasiment plus de bibliothèques publiques. Peu ou pas de librairies et des pans entiers de la population n'avaient pas accès aux livres et à la culture, comme le million de Mongols qui vivent en nomades ou semi-nomades au milieu du désert de Gobi. Mon ami Jamba ne pouvait pas accepter cela. « Comment peut-on vivre sans livres ?» répétait-il tout le temps à qui voulait bien l'entendre. Mais ni responsable, ni élu, qui avait autre chose à faire à l'époque, ne voulait s'en préoccuper. Alors un matin, Jamba prit une grande décision. Puisqu'il en était ainsi, il allait devenir le bibliothécaire nomade du désert de Gobi. Connu de toutes les yourtes de Mongolie, hélas, mon pauvre maître n'avait guère de moyens. Certes, il avait réussi à réunir quelques centaines de livres de ci, de là, mais comment les apporter aux enfants du désert? Pas de moto, pas de véhicule d'aucune sorte, comment faire? C'est là que j'entre en scène. Je ne voudrais pas trop ramener la couverture à moi, mais tout de même, sans moi, la Camel Librairie aurait-elle pu voir le jour? Je ne le pense pas. Fort, résistant et très économique, j'étais le partenaire idéal. Dès le début, nous nous sommes bien entendus. J'admirais sa force, son intelligence et sa culture, et lui aimait mon endurance et ma douceur. Sans compter que tous les enfants m'adoraient dès qu'ils me voyaient. J'étais connu de toutes les yourtes de Mongolie, et on me faisait fête partout où je passais. Ah, on faisait un sacré duo, je vous jure. Jamba, qui lisait avec passion des extraits de livres aux enfants pour leur donner envie, et moi qui, assis un peu à l'écart, blatérais de temps en temps, comme pour l'approuver et le féliciter. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien on a fait de kilomètres tous les deux pour atteindre les milliers de campements nomades de Mongolie, mais on ne doit pas être loin de 150 000 kilomètres en 25 ans. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai pris de l'âge et je ne suis peut-être plus aussi endurant que pendant ma jeunesse, mais ça va encore, merci. D'ailleurs, comme pour ménager un peu, Jamba a acheté un vieux bus qu'il a retapé pour me remplacer de temps en temps. Il s'est mis à écrire aussi. Je pense que cela lui est venu des longues heures qu'il passait là-haut à osciller entre deux bosses. Il traduit également des livres du monde entier pour pouvoir les faire connaître aux petits Mongols. Et moi, je suis toujours heureux de voir les enfants m'entourer, battre des mains et brandir comme des trésors des livres de toutes sortes et de toutes couleurs. Alors voilà un chapitre, il y en a plusieurs comme ça, de ces histoires très très bien écrites, très bien racontées. Je ne sais pas si je l'ai assez bien lu, mais bon, on se régale à lire tout ça et on peut même le lire aux jeunes. Alors par exemple, un autre chapitre, Syrie, une bibliothèque clandestine dans le dédale souterrain de Daraya. À 10 km de Damas, la ville de Daraya est à feu et à sang depuis de longs mois. La plupart des quartiers ne sont plus que champs de ruines et une partie de la population a fui les maisons éventrées. D'autres sont restés pourtant et résistent comme ils le peuvent, chacun à sa façon, tels ces jeunes amoureux des livres qui partent récupérer au péril de leur vie, entre deux bombardements, les ouvrages des librairies exposées, des bibliothèques dévastées et des musées massacrés. L'idée leur est venue en voyant ces centaines, ces milliers de livres qui jonchaient les ruines de leur ville quand ils se rendaient furtivement d'un endroit à l'autre entre deux bombardements. On avait l'impression que tout notre patrimoine culturel était en train d'agoniser et de mourir, se souviennent-ils. Alors un jour, ils décident de passer à l'action. Quelques-uns au début, de plus en plus ensuite, de jeunes étudiants pour la plupart, privés d'études par la guerre, des amoureux des livres aussi. Nous avons choisi de mettre ces livres à l'abri des bombes dans une cave de Daraya, se souvient Abou Malek. Puis nous avons transformé cette cave en véritable bibliothèque. Chaque ouvrage est recensé et classé par thème et par ordre alphabétique sur des étagères. Nous avons des ouvrages de littérature arabe et étrangère, de philosophie, de théologie, commente Abou Malek, avec un large sourire. Et nous avons créé un espace de culture, d'études, en installant des tables et des chaises à l'intérieur de la bibliothèque. La cave est bien protégée dans le dédale souterrain de Daraya. 11 000 livres ont déjà été ainsi sauvés de la guerre, des bombardements, du régime et des autodafés djihadistes.
Ils ne finiront pas comme les 8000 livres rares brûlés par Daesh à Mossoul, en Irak, le 22 février 2015. Les jeunes étudiants, eux, et les aficionados du livre et de la culture ne passent pas leur journée à se terrer et à trembler pendant les incessants bombardements. Maintenant, ils se retrouvent à la bibliothèque. J'ai retrouvé un but dans ma vie en créant cette bibliothèque, dit Abou Malek. Il ne passe plus ses journées entières entre ennui et crainte de nouveaux bombardements. Maintenant, je conseille ceux qui viennent emprunter un livre et nous discutons ensemble de nos dernières lectures. Alors voilà encore, disons, comment les livres peuvent soulager de la douleur dans les bombardements. Et puis un dernier texte, puisque j'ai encore un peu de temps, qui m'a beaucoup amusé. Harlem, Alvin, le coiffeur des enfants pauvres. Ce qui frappe immédiatement quand on entre dans le petit salon afro-américain de coiffure, le Barber Shop, situé en plein Harlem dur et violent, où officie Erwin, c'est le calme qui règne à l'intérieur. Pas de télévision allumée en permanence comme dans d'autres échoppes de coiffeurs, ni musique, ni plainte de décibels. Ici, on entend juste le doux ronronnement des tondeuses et le gentil cliquetis des ciseaux. 2 fauteuils sont occupés par de très jeunes enfants, sur les cheveux desquels s'affaire un des 3 coiffeurs du salon. À vue de nez, les gamins ont entre 5 et 10 ans. Plusieurs autres attendent sagement leur tour, assis là-bas sur une sorte de petit canapé. Certains sont seuls, d'autres sont accompagnés d'un père, d'une mère, d'une grand-mère, d'une sœur, d'un frère. Mais à mieux y regarder, tous ces enfants font quelque chose de bizarre, d'étonnant, de presque surréaliste dans un barbershop de Harlem. Et quand on s'en aperçoit, on en a presque le souffle coupé. En effet, ces jeunes enfants, issus pour la plupart des milieux les plus défavorisés du quartier, n'écoutent pas de la musique sur leur baladeur, n'envoient pas de SMS à leurs potes, ne consultent pas leur fil info sur les réseaux sociaux ou ne jouent pas à des jeux vidéo sur leur téléphone. Non. Aussi fou que cela puisse paraître, ces gamins des rues lisent. Et pas des journaux People ou des revues tape à l'œil, mais des livres, de vrais livres. Des livres certes judicieusement choisis pour leur âge et pour titiller leur centre d'intérêt, mais tout de même des livres, de vrais livres. Et à les regarder plonger dans leur lecture, les yeux brillants et un demi-sourire aux lèvres, on comprend bien qu'ils adorent ça. Le responsable de ce miracle livresque s'appelle Alvin Irby. C'est un jeune idéaliste de 30 ans. Venant du fin fond de son Arkansas natal, il a débarqué il y a quelques années à New York, plein d'espoir, comme jeune instituteur, avant de se retrouver parachuté en plein cœur de Harlem. Y faire la classe à de jeunes gamins venant des milieux les plus défavorisés de la ville fut pour lui une expérience éprouvante. Entre violences diverses et refus obstinés d'un système scolaire dans lequel ils ne se reconnaissent pas, moins de 2% des enseignants de Harlem sont noirs selon les chiffres même de l'US Department of Education, les enfants de Harlem sont plus de 85% à avoir des difficultés à lire, comme le note une étude de l'US Department of Education National Report Card, etc. Indigné et révolté tout à la fois, Alvin décide alors, en 2013, de quitter son poste d'instituteur et d'aller exercer dans la rue, au cœur même de Harlem. Son idée ? Approcher les enfants, là où ils viennent régulièrement seuls ou avec leurs parents, à savoir dans les salons de coiffure des barbershops. Un salon de coiffure est un lieu central pour les communautés noires, explique-t-il. C'est un endroit où beaucoup d'idées sont échangées et où se transmet la culture. Même si on le surnomme le coiffeur des enfants pauvres, Alvin n'a jamais tenu une paire de ciseaux ni une tondeuse de sa vie. Chacun son métier, mais il a de nombreux amis coiffeurs. Alors, il a été voir tous les barbeurs de sa connaissance et leur a expliqué son idée. Lui permettre d'installer un petit coin lecture pour les enfants dans leur salon. « Je m'occuperai de tout », leur a-t-il dit. « J'apporterai les livres et j'irai d'un salon à l'autre inciter les enfants à lire pendant qu'ils attendent ou lorsqu'on leur coupe les cheveux. Aujourd'hui, l'opération a un nom officiel, Barbershop Books. » Et plus d'une vingtaine de coiffeurs de Harlem y participent activement pour la pleine joie de plusieurs milliers d'enfants et de leurs parents.
Cette belle et généreuse idée a fait son chemin bien au-delà du comté de New York et elle ne cesse d'essaimer à travers tous les États-Unis. En Floride, c'est le barbeur Reggie Ross qui a repris l'initiative du Royal Touch. Le taux d'accès de la communauté noire aux études supérieures ne dépasse pas 50%, ici à Palm Beach, explique-t-il, et le développement de la violence est fulgurant. Si les jeunes se battent, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de vocabulaire pour se comprendre. À Dubuque, dans l'Ohio, c'est le coiffeur Courtney Ormes qui s'y est mis dans son salon. Le Spark Family. Il y a ajouté un plus, celui d'offrir à certaines périodes de l'année, comme les rentrées des classes par exemple, une coupe gratuite aux jeunes enfants défavorisés qui acceptent de venir lui lire des passages d'un livre à haute voix pendant qu'ils s'occupent de leur tignasse. Et ainsi de suite dans tous les pays. Que vivent les livres et les coiffeurs, conclut Pierre Martial dans son livre Les Don Quichotte du livre, que je vous conseille, que vous pouvez le commander d'ailleurs sur son blog qui s'appelle Livre au pluriel partout. Livre partout. Et alors, justement, il y a une bibliothèque aussi qui s'est constituée dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qu'on a appelée maintenant le TASLU. C'est une bibliothèque où justement on peut envoyer des livres. D'ailleurs, l'Union pacifiste a envoyé quelques livres là-bas par l'intermédiaire de Pedro. Et donc là, on peut emprunter, échanger des livres, tout ça. Donc, vous voyez que on a besoin de la culture pour vivre dans tous ces lieux. Alors, juste une petite annonce pour terminer. Il y a aussi un livre qui vient de sortir de Thomas Hasenbourg et David Van Reybrouck qui s'appelle La paix, ça s'apprend, qui est chez Actes Sud, Guérir de la violence et du terrorisme. Je signale la publication dans le prochain numéro de l'Union pacifiste de quelques articles sur la Birmanie. On en parle beaucoup actuellement, donc c'est intéressant. Il y a aussi un très bon article dans Le Monde Diplo. La sortie du livre il est déjà sorti l'année dernière, mais enfin on va en parler, d'un livre policier de Patrick Péchereau qui s'appelle Une plaie ouverte. Et enfin, donc le retour à Paris de notre amie Pierrette Dupoyer, qui doit donner en février au théâtre de la Contrescarpe, Jaurès assassiné 2 fois. Une très bonne pièce de théâtre qu'elle interprète elle-même, donc les dimanches 5, 12, 29, etc., etc. Vous regardez le programme sur le théâtre de la Contrescarpe et il faut en profiter parce que Pierrette Dupoyer n'est pas toujours à Paris. Et voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Pedro, à la semaine prochaine. Et puis on écoute encore peut-être une petite chanson de Louis Capard, on termine avec ça. Nous sommes du pays où la mer et le vent ont donné aux rêves des enfants le goût salin des pierres usées par les embruns, et la pluie compagne des chagrins, et la pluie compagne des chagrins. Un pays si petit face au grand océan qu'on ne voit pas son ombre au couchant. Un trait sur l'horizon fait de quelques maisons de granit et de brin goémon. Ici par grand soleil, aux longueurs des étés, peu de plages où l'on vient se dorer. Un nuage effacé ne fait pas oublier qu'une vague peut tout emporter, qu'une vague peut tout emporter. D'une roche fragile à la bord des gros temps, bateau frêle à la cape souvent. Quand la vieille au levant et l'armène au ponant veille toujours la vie des sénants. Quand la vieille au levant et l'armène au ponant veille toujours la vie des sénants. Nous sommes d'un pays qu'on ne quitte jamais, que l'on porte en soi comme un secret, comme un rêve un peu fou d'inscrire au fond de nous toute l'histoire de ce caillou.
de saint rebelle, à l'usure des vents, tient debout et porte ses enfants. Ceux qui restent l'hiver ou ceux qu'une misère a poussé vers d'autres continents, a poussé vers d'autres continents. C'est la voix de notre île entendue dans la ville, à l'écho des douleurs de l'exil, qui unit chaque feuille que la vie éparpille et refait l'arbre de la famille.